Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Boulanger, directeur de l'éducation au consortium Centre Jules Léger. Jean-François Boulanger, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va vraiment bien. Merci de prendre de ton temps pour venir nous rencontrer puis jaser de leadership, jaser d'éducation avec tout ce qui se passe, avec tout notre vécu. Je suis vraiment content d'avoir la chance de te rencontrer, faire du temps, mais aussi que les gens qui nous écoutent vont avoir la chance de te rencontrer également à travers notre discussion. Merci de m'accueillir. Honnêtement, ça me fait plaisir d'être là. Puis quand tu m'as demandé, ça m'a fait chaud au cœur que tu penses à moi. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de parler de leadership avec toi, puis d'aborder certains sujets donc, qui sont peut-être d'actualité là, présentement en éducation. Oui, certainement. Donc, pour les gens qui te connaissent peut-être moins présentement, qu'est-ce qui occupe ton temps? Tu es rendu au Centre Jules Léger, donc je te laisserai peut-être te présenter. Qu'est-ce que tu fais présentement? Puis c'est qui ça, Jean-François Boulanger? Donc, mon nom, c'est ça, c'est Jean-François Boulanger. Puis, dans le fond, je suis présentement directeur d'éducation au consortium Centre Jules Léger. Puis, le consortium Centre Jules Léger, dans le fond, c'est le Centre Jules Léger, mais dans le fond, qui était avant administré par le ministère de l'Éducation, qui maintenant est devenu réputé être un conseil scolaire. Donc, c'est une institution scolaire spécialisée là, qui fait en sorte qu'on dessert des élèves ayant une surdité, troubles d'apprentissage, cécité, surdicécité. Donc, on a une équipe ici à Ottawa, mais on a des gens de partout en province. OK. Donc, présentement, j'occupe ce poste-là. Je suis originaire du nord de l'Ontario. J'ai eu la chance d'exercer plusieurs postes à travers le temps. Puis maintenant, Je suis rendu au consortium Centre Jules Léger. Quel honneur et privilège pour moi d'occuper le poste de premier directeur d'éducation du consortium. Toutes mes félicitations. Je suis vraiment content pour toi. Vraiment. Oui, vraiment. Pour les francophones, entre francophones aussi, c'est intéressant que ce soit géré de cette façon-là, vraiment. Puis d'un côté personnel, on a eu la chance de se croiser dans notre évolution. En parallèle, on a occupé différents postes, puis on a eu certains points de rencontre dans notre évolution. Puis je le sais que tu as occupé différents rôles qui t'amènent où tu es présentement aujourd'hui. On a eu la chance de jouer au golf quelques fois en dehors de notre travail, puis tout ça. Puis c'est ce qui nous amène à avoir notre discussion aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe présentement au Centre Jules Léger? Ce qui a amené le centre à être reconnu comme un conseil scolaire, puis qui t'amène là, présentement, comme premier directeur de l'éducation. Comment ça fonctionne? Comment on arrive à ça, à cette organisation-là? Puis pourquoi Jean-François Boulanger? Qu'est-ce qui t'a attiré, toi? Parce qu'à un moment donné, tu as dit « Hey, moi, je me vois jouer ce rôle-là. » Qu'est-ce qui t'a amené là? Une grosse question. Dans le fond, moi, j'ai toujours été une personne qui a aimé les défis, puis a aimé exercer différents rôles. J'ai eu la chance, à travers ma carrière, là, d'exercer plusieurs postes. Dont ma fierté, c'est d'avoir débuté enseigner dans le sud de la province, puis ensuite d'occuper des postes d'agent d'éducation à l'OQRE. J'ai travaillé des projets provinciaux au niveau de pédagogie en milieu minoritaire, qui était la pédagogie culturelle. Puis être à la direction adjointe, conseiller pédagogique, ensuite directeur d'école. Puis quand j'ai vu l'affichage pour le poste au consortium Centre Jules Léger, honnêtement, je ne sais pas, une petite lumière allumée en moi disant « Écoute, je suis capable d'occuper ce poste-là. J'ai ce qu'il faut dans mon bagage aussi, autant comme intervenant en éducation, mais aussi comme dirigeant, avoir dirigé différentes écoles qui avaient des élèves ayant des besoins particuliers. Mm-hmm. Donc, ça m'a amené à dire, ben regarde, moi, je suis capable de faire ça. Je mets mon nom aussi dans le pot comme les autres, puis espérons que le cheminement va me mener jusqu'à où je suis rendu présentement. Puis, écoute, c'est là où on est rendu en ce moment. OK.
Ben, c'est de toute beauté. Puis, je veux dire, il y a tout un parcours qui t'a amené là, puis qui t'a amené à croire que tu pouvais contribuer là. Moi, de mémoire, dans mon vécu, quand j'entendais parler de Jean-François Boulanger, je te dirais, dans les années où tu étais direction d'école, moi, j'étais leader pédagogique pour l'équipe tactique. Puis j'ai eu la chance d'accompagner l'école où tu étais pas longtemps après ton départ, l'école Sainte-Anne. Puis les choses qu'on entendait, c'est vision pédagogique, changement positif, travailler en équipe, mettre les gens dans leur zone de force pour que ça avance, tout ça. Qu'est-ce qui a contribué à toi, à ton leadership au fil de ta carrière? Ça peut être des personnes ou des expériences, mais qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à développer ta vision pédagogique et à développer aussi ta vision de « Hey, ça se fait pas tout seul, il faut le faire en équipe ». Es-tu capable de mettre des mots là-dessus? Moi, je me dis très chanceux et privilégié d'être un éducateur parce que c'est la chance inouïe qu'on a de travailler avec toutes sortes de personnes puis travailler pour l'élève. Notre rôle en premier, c'est de répondre aux besoins de l'élève. Puis à travers ma carrière, autant à Niagara Falls, quelle belle famille dans laquelle je me suis embarqué à Niagara Falls comme pédagogue, des gens qui croyaient vraiment à la réussite des élèves. Le travail d'équipe était extraordinaire. Quand j'ai déménagé à Ottawa, c'était la même chose. J'étais chanceux de travailler avec des gens passionnés. J'en nomme juste quelques-uns, quelques-unes. Des Ginette Huard-Watt de ce monde. Sylvie Tremblay, Lucille Plante, Lise Paiement, Judith Charret et tous mes collègues en pédagogie culturelle aussi. Donc, moi, j'ai toujours eu cette optique-là positif, un petit peu fatigant par moment, je pense, tapant ses nerfs aussi par autres moments, mais d'être capable de reconnaître qu'il y a toujours du positif dans toutes les situations. Puis, OK. à travers les défis, quand moi je suis parti pour aller à Niagara Falls, là, je viens du nord de l'Ontario. Oui. T'en allais loin dans le sud, là. Oui, j'enseignais à Niagara Falls ma première année d'enseignement, mes 2 premières années. OK. Quand je suis parti pour aller à Niagara Falls, je suis parti de Hearst, dans le nord d'Ontario, avec ma nouvelle voiture pleine de stock. Puis, j'avais jamais conduit dans le sud de la province et j'arrive à Toronto à l'heure de pointe. Ah, mon Dieu. Et là, il fallait que je traverse la ville pour me rendre. En plus, j'avais pris cet emploi-là par téléphone. J'avais passé des entrevues en personne, mais j'ai eu des offres à téléphone. Puis, j'avais accepté un appartement à demeurer avec d'autres personnes à Niagara Falls par téléphone, des gens que je ne connaissais pas. Tout un baptême pour une nouvelle expérience en éducation. Puis, je me dis, les choses arrivent pour une raison. J'ai rencontré du monde là-bas incroyable, des gens qui m'ont épaulé aussi, des gens avec qui je me suis lié et je vais toujours être lié toute ma vie. Puis ça a continué comme ça à travers les années. Puis lorsque je suis arrivé à Sainte-Anne, c'était ma première expérience comme directeur d'école. Je le savais que je voulais faire les choses peut-être différemment. Je savais que je voulais que les gens m'apprennent à me connaître puis que moi, j'apprenne à connaître les gens. J'avais décidé à ce moment-là, après avoir vu le film sur la vie de Ron Clark, je ne sais pas si tu connais le film, mais c'est Matthew Perry qui joue dans ce film-là. Puis, dans le fond, Ron Clark avait été, à un moment donné, rencontrer les parents des enfants dans sa classe. Et puis, j'avais décidé de faire la même chose un samedi matin, aller cogner aux portes du voisinage de l'école Sainte-Anne, puis dire aux gens, on est là, on est du nouveau personnel, on va vous accueillir à l'école. Fait que j'ai toujours cru qu'on pouvait faire les choses autrement, mais avec positivisme, puis le don de soi. Puis en même temps, c'est du donnant-donnant. Je reçois autant des autres. J'en ai nommé quelques-uns. Ces gens-là m'ont inspiré. J'en oublie certainement là, des Mario Asselin de ce monde, des gens qui ont servi pour moi de mentor et de personnes ressources. Wow, beau parcours. Donc, ça a commencé à Niagara Falls, un poste que tu acceptes par téléphone. Tu n'avais pas eu de photo de ta classe, là, certainement. Oh non. Hey, partager un appartement avec des gens. Donc, ça part là, ça commence là. Puis les gens que tu as nommés qui t'ont aidé, j'ai entendu le nom d'une Madame Paiement, puis il y en avait d'autres aussi, j'oublie les noms. Il y a aussi, tu as nommé la pédagogie culturelle. Il y a derrière tout ça également l'amour de la langue d'enseignement. Il y a des convictions. Veux-tu nous parler un peu de l'importance de la langue d'enseignement aussi? Parce qu'on enseigne à des jeunes. Présentement,
Tu es le directeur de l'éducation pour des jeunes à besoins particuliers. Il y a des matières, mais il y a une langue d'enseignement. C'est quoi la place de ça dans ton parcours, puis peut-être avec ton regard de directeur de l'éducation pour la vitalité institutionnelle aussi? Comment tu vois ça? Ben, moi, j'ai toujours été impliqué comme élève dans la FESFO. OK. Tu sais, je m'étais greffé, puis déjà, mon sobriquet dans l'équipe de basketball, c'était FESFO. Là. OK. Parce que j'allais aux activités, puis... Mais tu sais, je l'assumais pleinement parce que en venant de Hearst, où est-ce que, je sais pas, à ce moment-là, 80-90% de la population parlait français, Ouais. c'est sûr que quand je suis allé à Niagara Falls, je m'en allais pas là-bas en sauveur. Ce n'est pas nécessairement ça qui était mon regard sur la situation. Mais en arrivant là-bas, j'ai vite réalisé que j'enseigne pas le français, mais j'enseigne en français. Et puis, c'est de faire découvrir aux jeunes qui utilisent peut-être pas souvent cette langue-là ou qui utilisent juste à l'école, de voir comment ça peut être plaisant, comment il peut avoir le mot fun dans francophone aussi. Euh, puis, puis, à travers les années, comme ces 2 années-là m'ont vraiment marqué parce que, tu sais, c'est la pédagogie en milieu minoritaire à son plein régime. Absolument. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer des familles qui tenaient mordicus à la langue. Puis moi, avoir baigné dans un milieu majoritaire à Hearst, je n'avais pas eu nécessairement cette expérience-là, mais je l'ai vécu de plein fouet. Et là-bas, c'est moi qui avais l'accent. C'est pas eux qui avaient l'accent. Ils parlaient tous de la même façon. Il me disait, monsieur, tu parles comme Louis-José Hood, monsieur, on ne comprend pas ce que tu dis. Fait que j'ai appris beaucoup à ce niveau-là. Mais avec le temps aussi, je me suis joint à une équipe extraordinaire lorsque je me suis fait offrir un poste comme animateur à la pédagogie culturelle. On était comme des conseillers pédagogiques, si vous voulez, en pédagogie en milieu minoritaire. Ouais. Ça l'a vraiment marqué mon parcours parce que, tu sais, les valeurs de la francophonie, c'en était une forte pour moi, mais devenue encore plus forte. Puis au fur et à mesure, au niveau de la pédagogie en milieu minoritaire, on a développé un cours de qualification additionnelle qui était la pédagogie en milieu minoritaire que j'enseignais avec Annie Touchette à ce moment-là. Puis après, j'ai eu la chance aussi, l'honneur et le privilège d'enseigner à l'Université Laurentienne le cours de pédagogie en milieu minoritaire pendant 7 ans. Et donc, j'ai rencontré plein de monde dans mon parcours à moi auquel on a eu plein de discussions qui ont, comment on dit, faire brasser mon Jenga sur mes valeurs de la francophonie. Puis en même temps, j'espérais que je faisais la même chose pour les autres. Puis ça demeurait pour moi la langue une valeur très importante. Puis quand j'arrive au consortium Saint-Léger et que la langue d'enseignement à l'école où j'ai été directeur pendant 2 ans, qui est une école pour enfants sourds malentendants, où est-ce que la langue d'enseignement est la LSQ, et que moi, j'ai prôné en milieu minoritaire aussi que la langue est importante parce qu'on n'enseigne pas la LSQ, on enseigne en LSQ. Donc, il fallait que je l'apprenne, il fallait que je m'assure que ça devienne important pour moi, et ça l'était, pour voir l'importance avec les élèves et tout le reste. Donc, le parallèle était là, et je pense que j'avais assez appris sur la langue minoritaire avant d'arriver. Mais maintenant, je vois que l'importance du français avec le confinement, je pense que c'est doublement important parce qu'on offre dans les écoles possiblement le seul milieu francophone pour l'élève dans sa journée. Oui. Puis là, ça, c'est peut-être plus là nécessairement de la même façon. On n'a peut-être plus le modèle devant nous ou le plaisir. Fait que ça m'inquiète un peu, mais je pense qu'on a... Il n'y a pas de corridor. Je le sais qu'on a des enseignants et des enseignantes extraordinaires francophones à travers la province de l'Ontario, et je leur lève mon chapeau pour tout ce qu'ils font présentement. Ah oui. Il n'y a pas de corridor dans l'école virtuelle, tu sais, c'est clair. Pour ce milieu de vie-là, là, ça devient un milieu d'enseignement virtuel dans plusieurs cas présentement parce que par la force des choses. Je le sais que l'école Sainte-Anne où tu étais, parce que là, on parle de francophonie, on enseigne en français, pas le français. Il y a aussi le phénomène, la réalité, pas le phénomène, la réalité, qu'il y a des nouveaux arrivants. Il y a des gens qui nous arrivent et dont le français n'est pas la langue maternelle et peut-être parfois, c'est même pas leur langue. Ils doivent apprendre le français pour pouvoir apprendre en français. C'est peut-être une réalité qui touchait plus l'école Sainte-Anne, qui touche certains milieux plus que d'autres, plus les milieux urbains. L'enjeu en francophonie, là, comment on compose avec ça à la direction d'école à ce moment-là? Un peu comme tu as vécu avec la LSQ, tu sais, il faut que tu apprennes la LSQ pour pouvoir
apprendre. C'est un peu ça pour les nouveaux arrivants également. Puis tu nous parlais de ça, cet enjeu-là des nouveaux arrivants, puis comment les accueillir en français. Écoute, à Sainte-Anne, les nouveaux arrivants arrivaient surtout de pays francophones, donc le Cameroun, l'Haïti. Donc, ça, pour moi, ça a été le Congo, c'est d'autres exemples, là. Donc, très, 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 très enrichissant pour moi comme direction. Puis, c'est être capable de dire aussi que, tu sais, le français, les accents, c'est le parfum de la francophonie. Bien, Ouais. là-dedans, c'est de reconnaître que les gens qui arrivent de partout dans le monde apportent leur accent avec eux, puis c'est tellement beau connaître la richesse de leur culture. Mais comme directeur, lorsqu'on arrive puis la réalité est là depuis longtemps. Tu sais, au moment où je me suis joint à l'équipe de pédagogie culturelle, la statistique pour les familles exogames à ce moment-là, en Ontario, c'était entre 78 et 80 %. Donc, ça n'a pas changé et notre rôle comme directeur, c'est de créer ces opportunités-là, autant pour que les parents et les élèves puissent cheminer dans cette belle langue-là dans laquelle on utilise pour enseigner. Puis moi, je me trouve choyé de pouvoir offrir des activités. Puis on a des gens incroyables qui connaissent que non seulement notre rôle dans un milieu minoritaire, notre rôle, c'est oui, la construction identitaire, mais c'est la construction du savoir, mais la construction identitaire aussi. Donc, on doit passer notre temps aussi à montrer à l'élève comment c'est important d'être francophone puis d'être fier de l'être. À l'École Sainte-Anne, j'ai appris beaucoup sur les autres cultures et je me suis vraiment informer, renseigner, aller rencontrer des parents, serrer la main de certaines personnes, aller m'asseoir avec d'autres gens pour apprendre à connaître un peu comment fonctionne la vie dans leur culture. Puis honnêtement, ça a été extrêmement enrichissant pour moi. J'en doute pas. On apprend tellement des autres, puis surtout avec une ouverture d'esprit comme ça où on est à l'écoute de l'autre, puis de voir comment on peut répondre, là, puis inclure, intégrer. J'ai beaucoup aimé ton expression que les accents, c'est le parfum, là, un peu le parfum de la francophonie. Puis l'accent est dans l'oreille de l'autre, tu sais. Moi, quand je suis devenu accompagnateur en dehors de l'Ontario, avec ce que je suis en train de faire présentement, c'est la première fois de ma vie que je me faisais dire que j'avais un accent. J'avais pas remarqué, tu sais. Ça fait drôle. Ça fait drôle de se faire dire ça. Tu viens d'un milieu majoritairement francophone. Majoritaire. Aussi. Nous, quand j'étais élève au secondaire, puis que les enseignants nous disaient, hey, à un moment donné, ça ne sera plus nécessairement notre réalité. On disait, ben voyons, ça se rendra jamais chez nous, tu sais. Puis là, à l'âge où je suis rendu, parfois, aller au Tim Hortons, dans ma ville natale, c'est difficile de se faire servir en français, dépendamment d'à quelle heure tu passes. C'est une réalité. C'est une réalité, vraiment, vraiment. Donc là, on parle d'éducation, on a parlé de francophonie dans tout ça, du parcours qui t'a emmené au Centre Jules Léger, qui est ton moment présent. Si on regarde d'un point de vue de leadership puis le rôle d'une direction d'école, quand tu as vu le titre de notre podcast, « Tout le monde est un leader », qu'est-ce que ça évoque en toi? C'est tellement vrai. Je veux dire, dans une école, le concierge est un leader. La secrétaire est une leader, les éducateurs, éducatrices, tout le monde. Je veux dire, nous, on regarde au consortium, on a des intervenants en résidence, c'est tous des leaders. Ouais. On travaille avec les élèves, même si tu ne travailles pas directement avec un élève, c'est super important. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est important à le dire parce que même si tu as un poste de leadership, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es un leader non plus. Ouais. Puis un leader donne la place à d'autres personnes aussi de devenir leader. Puis, tu sais, dans mon cas, je suis choyé de travailler avec toutes sortes de personnes qui exercent un rôle de leadership, même s'ils n'ont pas le titre. On a une personne ici qui travaille au consortium, qui est contremaître du bâtiment. Bien, il exerce un grand leadership parce qu'il appuie tout le monde. La gestionnaire en communication, grand leadership, des médias sociaux et tout le reste. Mais je pense que tout le monde dans l'éducation, on a notre place. Puis, il faut arrêter de comparer ce qu'un fait versus ce que l'autre fait, mais voir que malgré le rôle qu'on joue, on peut exercer ce leadership-là. Puis, c'est très, très important parce que tout le monde arrive avec leur bagage d'expérience. Puis, c'est tellement riche quand tout le monde se permet et tout le monde a confiance assez pour se permettre d'être un leader à l'intérieur d'une équipe ou d'une organisation. Ah, absolument. Les rôles, hein?
John Maxwell dirait the goal is more important than the role. Là. C'est l'objectif commun qui est plus important que le rôle, mais dans chacun des rôles, il y a un pouvoir d'action. Toi, question très, très peut-être simple là, ou complexe, je ne sais pas. Ta définition ou ta façon de voir le leadership, si tu en parles à quelqu'un, puis quelqu'un te demande, Jean-François, c'est quoi ça le leadership? Parce que ça peut être nébuleux et gris. Comment t'expliques ça? C'est quoi tes mots à toi pour dire ce que c'est le leadership? Tu sais, je pense que c'est d'être transparent, d'être communicateur. Puis tu as parlé de Maxwell tantôt. Tu sais, Maxwell, il a dit quelque chose comme les grands leaders, là, ils disent pas ce qu'il faut faire, mais ils te montrent qu'est-ce qu'on doit faire. Ouais. C'est un peu ça que je pense que j'ai adopté comme mantra, si tu veux, au cours de ma carrière en éducation, c'est d'être capable de montrer que je suis prêt à travailler fort, je suis prêt à travailler en équipe, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Puis, tu sais, au niveau leadership, c'est aussi être vulnérable. Mm-hmm. La vulnérabilité, c'est important aussi de montrer comme leader que tu peux aussi être vulnérable dans certaines situations. Mais j'ai toujours voulu montrer aussi que capable de faire les choses, mais que tu sais, la vulnérabilité en travaillant, exemple, en pédagogie culturelle, on m'a demandé de chanter a cappella devant 40 à 50 personnes. Tu sais, je me suis mis vulnérable là, pas à peu près, mais tu sais, en montrant aussi dans les écoles où j'ai été comme direction que j'étais prêt à faire des choses comme ça. Je l'ai fait, c'est ça, dans des écoles, à chanter devant des parents ou tu sais, devant des élèves. Mais tu sais, c'est de montrer qu'on est capable de faire des choses comiques, mais en étant sérieux puis en montrant que pas se prendre au sérieux. C'est ça. Ouais. J'aurais aimé ça voir ça. J'aurais aimé ça être une mouche sur le mur. Non, je suis pas sûr. Là, ça, c'est la deuxième note. Là, je viens de noter fesse-faux, puis a cappella. Oui, c'est sûr. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu recherches, toi? Parce que tu as parlé de mentor puis de modèle. Tu as dit le leadership, c'est ce qu'on est comme modèle. T'sais, on le vit. C'est pas de dire quoi faire. Qu'est-ce que tu recherches, toi, chez un leader ou chez un modèle de leadership? Y a-t-il des qualités en particulier qui ressortent que tu dis, ouais, ça, je recherche ça chez quelqu'un? Bien, je pense la patience, la résilience. OK. C'est des qualités, mais présentement, je pense que le mot résilience, c'est un mot qui revient souvent. Là. Oui. Quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est prêt à collaborer, parce que toute seule, on va pas loin. Là. Je veux dire, j'ai bien beau, je peux pas tout faire dans la journée non plus, puis il faut que tu fasses confiance aux gens qui travaillent autour de toi. Mais j'ai vu ça aussi dans certaines personnes que j'ai eu la chance de côtoyer à travers les années, puis ça, c'est des qualités que j'admire beaucoup. Parce que je vais dire que quand tu arrives nouveau comme direction ou direction adjointe, tu veux faire tes preuves, tu veux montrer que tu fais bien les choses. Mais en même temps, c'est de développer chez les autres aussi le but, pas le but, mais le vouloir de travailler avec toi, puis de reconnaître ça aussi. Puis une chose que je parle beaucoup avec les équipes que je travaille, c'est la reconnaissance. Okay. De reconnaître ce que les autres font, la contribution des autres. Puis de reconnaître, ça pour moi, c'est un grand mot que j'utilisais aussi à Sainte-Anne beaucoup. C'est de montrer que on est reconnaissant pour tout ce que nous avons. Des fois, c'est pas toujours comme on veut, mais il y a des choses pires que ça, puis on va de l'avant, puis être positif. Tu as parlé de positivisme tantôt. C'était une des valeurs importantes lorsque j'ai été à la direction d'école, puis je continue, j'espère, en tout cas, à pousser ce positivisme-là dans l'équipe que je travaille présentement. OK. Oui. Ça prend du positivisme présentement parce qu'on a perdu nos repères. On vit toutes sortes de choses. Là. Ça nous ébranle. Puis avant de revenir peut-être dans ce qu'on vit présentement, peut-être pour terminer ce qu'on est en train d'explorer au niveau du leadership, tu as nommé des gens, tantôt tu as aussi nommé Mario Asselin, les mentors, qui sont peut-être des personnes qui t'ont servi de modèle à différents moments, pour différentes raisons, là. Mais des gens qui ressortent là, quand tu y réfléchis comme ça, qui t'ont aidé peut-être à devenir le leader que tu es présentement. Parce que ça nous prend des modèles des fois pour dire, OK, je ne suis pas trop certain de ce que je veux faire, mais je regarde lui aller ou elle, puis je me dis, ouais, ça, peut-être que je pourrais prendre ça. Et puis il y en a eu, peu importe, je veux dire, on se trouve à des différents moments dans notre vie, comme tu disais, puis
Quand j'étais plus jeune, on ne réfléchissait pas sur c'est qui les bons enseignants, les bonnes enseignantes qu'on a eues ou les gens qui nous ont inspirés. Mais après, quand je vais aller faire mes stages, j'ai fait mes stages d'enseignement dans les écoles où j'ai été élève. Puis j'ai eu la chance de faire ces stages-là avec des gens, ou côtoyer des gens que j'admirais comme enseignants. Carole, en principe, Ginette, Jean-Guy, c'est des gens que j'admirais. Puis que j'ai eu la chance de côtoyer plus tard. Au secondaire encore, ça a été des leaders provinciaux, Benoît Hubert, des gens comme ça qui exerçaient un certain leadership en province, Jason Normandy, en tout cas, je pourrais en nommer plein, des gens qui se disaient wow, ça c'était intéressant. Puis plus tard, à l'université, même chose, quand je suis allé à la faculté à Laurentienne, j'avais des modèles là aussi. Puis, les Mario Asselin de ce monde, ces gens-là, moi, j'ai toujours eu des gens en tout cas, je pense qu'il faut chercher aussi dans les autres ce qu'on veut, qu'on veut avoir nous, en l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas en guise de jalousie ce que les autres ont, c'est en principe de se voir dans l'autre puis de dire, OK, je pourrais aller chercher ça. Suzanne Miller, qui a été une de mes mentors lorsque j'étais enseignant à Niagara Falls, je disais aux gens, c'est comme ma deuxième maman parce que quelqu'un qui a pris soin de moi à m'accompagner, bien m'accompagner et tout ça. Première chose qu'elle m'a dit quand je suis arrivé à cette école-là, c'était une vieille école qui avait comme un L comme corridor. Lorsque je suis arrivé dans le corridor, elle était dans un escabeau, puis elle a dit « Hey, ça doit être Jean-François, bienvenue dans notre famille. » Ça m'a tellement touché, puis on a eu une belle relation, on continue encore d'avoir une relation aujourd'hui. Puis Suzanne est une personne très forte qui aidait tout le monde, fait que j'ai vu sa générosité. Puis comme direction d'école, quand tu arrives nouveau, tu t'assois, tu regardes les autres autour, tu regardes les autres directions chevronnées, puis tu dis, OK, lui ou elle, OK, quand il parle ou quand lui parle, ça m'inspire. C'est des choses qui ont de l'air intéressantes. J'en ai eu plein de personnes autour de moi que j'ai vues, puis que j'ai dit, j'aimerais ça un jour être comme cette personne-là. Je me reconnais tellement dans les, les exemples et les mots que tu utilises. Tu t'assois et tu regardes. C'est tellement dans des moments charnières, surtout en début de nouvelles expériences. Tu as besoin de dire, on se pose tellement de questions. Puis je me dis, ce qu'on vit présentement, peut-être qu'on fait ça à certains moments. Je ne sais pas si on a le temps de le faire parce que ça va vite, mais de se dire, on s'assoit puis on se dit, OK, ils font quoi les autres pendant la pandémie puis comment ils s'ajustent parce qu'il n'y a pas personne qui est expert ou chevronné en gestion de pandémie. Là. On le gère en même temps, on s'entend. Puis tu as parlé de reconnaissance tantôt parce que, tu sais, si on cherche chez certains mentors des choses, c'est qu'on est capable de reconnaître des qualités chez les autres aussi. Puis j'aurais le goût de te lancer une question de même. D'un point de vue systémique, là, tu vois l'éducation pas mal aller. Qu'est-ce qu'on aurait besoin peut-être de reconnaître à ce point-ci en éducation puis de dire, hey, ça, là, on le fait bien là, dans les circonstances. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, là, mais qu'est-ce que l'éducation fait bien, malgré tout, présentement, avec les défis qu'on relève? Je pense que la grande qualité du système de l'éducation de langue française en Ontario, ça a été toujours l'adaptabilité, puis d'être en avant-plan. Les gens sont très, très, très proactifs. Très proactifs. On a des enseignants hors pair dans toutes les écoles de francophones de l'Ontario. Honnêtement, je leur lève mon chapeau. Puis maintenant, il faut reconnaître ce travail-là extraordinaire que ces personnes-là font. Je regarde ma femme qui est enseignante. Mes 2 filles sont à la maison. Elle enseigne au cycle intermédiaire. Elle a son cours. Mes filles ont leur cours à la maison. C'est du travail. Puis je regarde tous les parents qui font la même chose à la maison, qui accompagnent leurs enfants présentement. Mais il faut garder le cap parce que la langue aussi demeure importante. Puis, au niveau de reconnaissance, je pense qu'on reconnaît peut-être pas assez l'expertise qui existe présentement en Ontario français. Tu sais, j'ai la chance de suivre des gens sur Twitter qui mettent des choses extraordinaires. Finalement, c'est peut-être pas aussi reconnu que grosse célébrité peut-être américaine, mais
je pense qu'on a davantage à faire connaître les francophones qui font un travail hors pair en province. Puis je pense qu'on doit de la reconnaissance à tous ces gens-là. Puis je regarde l'équipe, je leur ai dit cette semaine comment j'étais impressionné par tout le travail qu'on a fait. On s'ajuste, on s'adapte, puis on livre la marchandise, puis avec brio. Mhm. Tellement important, hein? Reconnaître le monde de chez nous qui ont l'expertise. Nul n'est prophète dans son pays, mais on n'est pas obligé d'accepter ça tel quel, puis on pourrait peut-être se dire que regarder, puis reconnaître la valeur. Puis moi, en tant qu'accompagnateur, je peux te dire, je te le confirme, depuis plusieurs années, j'essaie d'amener les gens à partager ce qu'ils font parce que dès que je vois quelque chose que je me dis, il n'y a pas de feu d'artifice, là. C'est pas quelque chose qu'on ne fera pas faire des T-shirts partout, mais ça vaut la peine d'être partagé. Je dis aux gens, hey, as-tu déjà pensé de partager ça dans un atelier, dans un tweet, dans un billet de blog? Et 99,9% du temps, Jean-François, ce qu'on me répond, c'est bon, mais Marius, c'est pas assez bon ce que je fais. Donc, tu sais, je me dis, c'est peut-être quelque chose qu'on a besoin de repenser collectivement, ça, de le faire avec humilité, mais de le faire avec générosité puis avec confiance, que ce qu'on fait, comme tu dis, on est proactif, puis il y a tellement de gens qui font des belles choses. C'est extraordinaire, vraiment. Là. Oui, puis merci à toi. Tu sais, j'ai la chance de te suivre aussi les médias sociaux. Tu fais vibrer et reconnais des gens de partout, je veux dire, au Québec, en Ontario, par rapport à ce qu'ils font comme travail. Puis ça en prend d'autres personnes, d'autres médiums comme ça, qui justement, les petites choses, là, ils font tellement une différence. Mm-hmm. On n'a pas besoin, tu sais, moi, j'ai toujours dit en enseignement, on n'est pas des clowns et des ballons. Des fois, on a besoin de l'aide. Oui. Mais d'autres fois, tu sais, c'est pas tout le temps obligé d'être gros, immense, gros spectacle. Tu sais, une bonne pédagogie, c'est une pédagogie réfléchie Oui. qui est en profondeur, en connaissance des élèves, en connexion avec les élèves, mais de voir comment on est capable de s'assurer que l'élève comprenne vraiment en ayant des stratégies à haut rendement. Et une stratégie à haut rendement va vraiment loin, puis il y en a beaucoup de gens qui font ça avec intuition. Il y en a d'autres qui l'ont appris. Oui. Mais il y en a tellement de gens comme ça en Ontario, là, que ce soit à Red Lake, à Thunder Bay, partout, à Sudbury, Toronto, Windsor, Ottawa, partout. Oui. Avec tous les accents possibles. Absolument. Oui, absolument. Ce qui nous amène peut-être dans le moment présent, dans notre conversation, je nous ramène là, tu n'as pas une arrivée en poste dans un contexte habituel, donc c'est difficile de te poser la question, c'est quoi ton plan de match pour arriver avec cette vision-là, parce que là, on gère quelque chose qui est inhabituel. Donc, je vais changer ma question puis te poser la question autrement. Qu'est-ce qui demande les plus grands ajustements pour quelqu'un comme toi qui arrive dans un poste comme celui-là, un premier, dans une organisation comme le Centre Jules Léger, le consortium maintenant? Qu'est-ce qui a été les plus grands ajustements pour toi dans ton rôle? Je disais tantôt que moi, je suis arrivé ici au mois d'octobre 2018. Au mois de juin 2018, on m'avait offert le poste ici, fait que je le savais de façon officieuse. Donc, quand je suis arrivé, j'ai attendu quasiment 2 ans avant d'être dans la chaise que je suis présentement, en sachant ce qui s'en venait. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné où ce que tu m'as mis les deux fesses dans la chaise, si tu veux, c'est d'être capable de dire, ben là, wow. c'est le pied sur la pédale à gaz versus le pied sur le frein. Je pense un peu comme c'est là, c'est de regarder avec un petit recul aussi. Des fois, je pense que c'est important d'avoir le pied sur la pédale à gaz, puis d'autres fois, c'est important. Mais j'ai pris un pas de recul aussi, puis dire, OK, ben il y a des choses présentement que je ne peux pas, en principe, continuer à mousser, mais il y a d'autres choses que je peux faire en préparation de. C'est notre première année, on travaille sur une planification stratégique. On a une toute nouvelle équipe comme de gestionnaires. Tout le monde est nouveau dans son poste. Donc, quand on arrive, comme on a tout ça à bâtir aussi, on a à bâtir la relation de confiance qu'on a entre nous, Oui. la relation de confiance qu'on a avec les autres personnes qui ne sont pas avec l'équipe de gestion à temps plein. Mais ça, j'ai appris ça beaucoup cette année, puis
avec la pandémie en plus qui s'ajoute, qui fait en sorte que là, le frein, des fois, on a le pied plus souvent. Oui, Mais c'est important de prendre soin des gens comme c'est là. Je pense que oui. c'est important de reconnaître les enseignants pour ce qu'ils font comme travail, Mm, puis dire, OK, des fois, c'est correct d'avoir le pied sur le frein parce qu'il faut prendre soin de soi pour être capable de prendre soin des autres. oui, Puis les enseignants prennent soin des élèves. Donc, puis nous, l'administration, il faut qu'on prenne soin d'eux aussi. Donc, oui. Je remarque que, euh, je remarque que dans le contexte actuel, c'est pas juste la charge de travail. Tu sais, à un moment donné, on devient comme habitué au changement dans le quotidien, ce qu'il est devenu. Tu sais, c'est plus une surprise, on est habitué. Je sais pas si on s'habitue à ça parce qu'on s'ennuie de se voir en personne, mais il y a toute l'autre dimension qui est au-delà de la charge de travail, qui est l'éloignement de notre réseau en personne. Tu sais. On n'a pas vraiment le petit café à la machine à café ou le 5 à 7 le vendredi ensemble. On n'a pas le souper de famille le samedi où on va tellement chercher d'énergie puis de joie dans notre vie, tu sais, quand on décroche, puis le week-end, on est en confinement tout le temps. Puis je veux dire, ça aussi, ça influence. Ça se déverse dans le travail, puis dans ce qui est possible au travail, puis dans ce que tu viens de dire, s'occuper des gens, pas juste à cause du travail, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est encore en pandémie. À travers tout ça, là, tu sais, je veux dire, nos domiciles se sont transformés en bureaux. Tu parlais de ton épouse qui enseigne. J'imagine qu'elle ferme sa porte puis qu'elle dit post-it, j'enseigne. Puis ton enfant dans l'autre pièce à côté, tchit, j'ai un cours, puis on s'isole. Ça, c'est pas évident, vivre non. ça, là. Non, puis bravo aux gens qui sont résilients parce que c'est une question aussi de s'occuper de soi. Notre santé mentale est importante. Puis c'est un mot qu'on utilise de façon frivole, si tu veux, santé Ouais, mentale, mais ouais, c'est tellement, tellement important comme mot présentement. Puis qu'est-ce qu'on fait comme personne pour prendre soin de nous-mêmes? Ça aussi, je dis à l'équipe, allez prendre des marches pendant la journée. Tu sais, faites quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être regarder un film, ça peut être, je sais pas moi, lire un livre, aller prendre une marche, aller pelleter. ouais, Les gens ouais, de l'équipe parlaient de ça ce matin, comment ça leur fait du bien d'aller pelleter, puis ils avaient ouais, pelleté 2, 3 cours aujourd'hui. ouais, Fait que, tu sais, c'est n'importe quoi, tu sais. Il faut ouais, juste y penser, il faut s'arrêter. ouais, Mais tu as raison que c'est pas une situation évidente dans laquelle on fait face. ouais, Puis on n'est pas des experts, personne là-dedans, mais ouais, on fait une motadine de bon job quand même. ouais. Ah, absolument. Je le reconnais, c'est tellement impressionnant. Tu nous as parlé des ajustements à ton niveau, dans ta tâche à toi. Moi, je ne connais pas la réalité du personnel enseignant au centre Jules Léger, mais je peux simplement m'imaginer le défi de travailler avec des élèves à besoins particuliers, des besoins différents, en virtuel et tout ça. Quel impact ce qu'on est en train de vivre a eu sur la façon de travailler et de répondre aux besoins des jeunes à besoins particuliers que vous servez présentement? Écoute, c'est énorme. On parle d'utilisation technologique. Les enfants sourds malentendants, c'est visuel. En signe, on fait j'écoute. Oui, Donc, tu sais, l'ordinateur devient un médium super important, mais quand il y a 2, 3 écrans, puis il y a du partage d'écran, c'est pas possible de saisir la LSQ en même temps. non, Et puis, il y a toute la clientèle des élèves qui ont des troubles d'apprentissage sévères, ou est-ce que les élèves pour qui le présentiel est important, que la relation, faire confiance à l'adulte et tout ça. Euh, En plus, on offre un programme en résidence où est-ce que tout ça aide le côté psychosocial de l'élève, son estime de soi, la sociabilité. Puis ça, ça n'existe pas présentement. Fait que c'est sûr qu'on essaie d'aider du mieux qu'on peut, mais c'est difficile. Fait que je m'imagine aussi les autres élèves en province pour qui il y a des difficultés d'apprentissage quelconques. Comment ça peut être difficile, comment ça peut être difficile aussi pour les parents, pour les membres du personnel d'accompagner. Puis ça, avec beaucoup d'empathie, tu sais, faut trouver des solutions. Puis je pense que le retour en personne va vraiment aider. Puis ça, je veux dire, on l'a entendu, nous autres ici, des membres du personnel qui sont inquiets pour les oui, élèves. oui. Tu sais, On veut le meilleur pour les enfants. On est conscient des besoins. On veut agir. Là, on peut juste aller à la vitesse à laquelle on a accès présentement. Tu parlais du frein puis de la pédale à gaz. Je veux dire, on peut pas aller plus vite que les outils qu'on a puis le contexte ce qui le permet. Donc, ouais. En bon français, il faut prendre son gaz égal.
puis pas essayer de prendre des bouchées plus grosses que ce qu'on est capable de prendre, tu sais, là. Ça, c'est pas une expression que je connais, mais je Non. l'ajoute Ouais, à mon lexique. prendre son, prendre son gaz égal. Ah, c'est extraordinaire, vraiment, t'écouter te parler de ça, cette nouvelle expérience-là. Est-ce qu'il y a des choses, malgré tout, là, en dehors du nouveau contexte, est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent? Que tu te dis, regarde, ça fait 2 ans que je me prépare à jouer ce rôle-là, cette chaise-là. Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent, tu sais, positivement, que tu dis ça, hey, ça, là, j'avais pas vu ça, puis ça, c'est comme quand même intéressant, ce qui se passe là, dans ton nouveau rôle. Tous les jours, je suis surpris de plein de choses. OK? Et, et en même temps, tu sais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais en arrivant avec une toute nouvelle équipe, c'est sûr que je suis content. Puis en même temps, il faut comprendre, j'ai fait partie des processus d'embauche des gens. Fait que j'ai eu la chance de côtoyer ces gens-là à l'avance. Donc, OK. mais tu sais, de voir comment la compétence que les gens apportent. OK. Puis au consortium, la nouveauté apporte vraiment beaucoup de choses. Puis, tu sais, quand tantôt je parlais de brasser le Jenga, ben par moment, ça brasse, mais honnêtement, je suis agréablement surpris. Beaucoup de choses qui me surprennent à tous les jours. Les gens, la façon dont ils se donnent à 100 115 150 pour assurer la réussite de l'élève, que ce soit ici un cuisinier, que ce soit OK. les gens qui travaillent à l'entretien. Tu sais, puis ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux voir autour de moi là, à tous les jours. OK. Non, mais c'est super de voir la qualité des gens qui t'entourent. Tu travailles avec des gens avec des bagages de compétences quand même très spécialisés. Donc, ça doit être quelque chose d'avoir la chance d'évoluer dans un milieu comme ça. Oui, t'es chanceux. Vraiment. Absolument. Puis je Oui, me dis ça, comme tantôt j'ai dit, quel honneur et privilège pour oui, moi. oui. J'ai toujours utilisé cette terminologie-là partout à Sainte-Anne. Quel honneur et privilège d'avoir été directeur de cette école-là et d'avoir appris tellement de choses. C'était la même chose quand j'ai été directeur adjoint, puis d'avoir travaillé avec des personnes qui étaient là. Puis on est vraiment chanceux, comme je répète encore ce que j'ai dit au début, mais en éducation de langue française, on a vraiment des gens de qualité qui vraiment là, autour de nous, auxquels il faut qu'on s'accroche, puis il faut qu'on respecte, puis il faut qu'on reconnaisse. Mhm. Oui, la reconnaissance, encore une fois, qui revient. J'ai le goût de t'amener dans une expérience que tu as vécue de travail pour voir comment cette expérience-là t'a servi par après dans les différents rôles que tu as eu la chance de jouer. Puis je parle de ton expérience à l'OQRE. Tu as eu la chance de voir un peu sous le côté le rôle que l'évaluation systémique avait pour donner des indicateurs au système de ce qui fonctionne, puis de comment il peut s'améliorer, puis tout ça. Comment cette expérience-là, tu peux nous en parler un peu, ce que tu as vécu là, puis ce que tu faisais là, mais je veux dire, comment cette expérience-là t'a-t-elle bien servi par après à comprendre à la direction d'école la place que ces évaluations-là ont, puis comment s'en servir en éducation, puis donner un sens à ça au personnel, puis aux parents également, tu sais. Puis pour les gens qui ne savent pas, au QRE, c'est l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation qui s'occupe de gérer le testing provincial en Ontario. Donc, je ne sais pas si tu veux nous parler de ça, là. Ma question était longue, hein, parce que c'était 3 tweets. C'est correct. Je veux dire ce que j'ai appris de mon expérience. Oui, Encore là, j'étais assez bébé éducateur, si tu veux, au moment où je suis arrivé là, OK. avec quelques années d'expérience, mais c'est un processus quand même intéressant parce que c'est un processus rigoureux qui est fait en plusieurs temps pour rédiger une question. Tu sais, ça prend quelqu'un qui va, un rédacteur, ça va prendre quelqu'un qui va l'essayer, ça va prendre un psychométricien qui va l'analyser. Puis, tu sais, c'est pas fait à l'aveuglette n'importe comment. Fait que les questions sont testées des fois 3 ans à l'avance, sont mises à l'essai, on fait une validation. Fait que, tu sais, quand tu regardes tout ça dans son ensemble, tu dis, OK, oui, le test provincial, c'est une photo qu'on prend d'un élève dans son parcours académique. Mais on prend cette photo-là en 3e année, on prend cette photo-là en 6e, on le reprend en 9e année en maths, et ça permet à l'élève de voir s'il y a eu une évolution pour lui. Puis moi, honnêtement, j'y crois au test parce que je trouve que ça nous a apporté beaucoup en Ontario. Ça nous a apporté beaucoup dans le sens qu'on a développé une expertise, puis on a développé des formations pour faire du développement professionnel. On ne parle pas de teach to the test ici, là. On Non. parle de développer des stratégies pédagogiques qui font en sorte que les élèves deviennent performants.
Mhm. Puis les questions, puis le test a peut-être fait ça, a peut-être permis ce tremplin-là. D'autres personnes diront, c'est un test, ça sert à quoi? Mais en même temps, ça sert à regarder qu'est-ce que nous, on peut faire de mieux pour répondre aux besoins qui existent. Puis on l'a vu comment on s'est adapté, comment on a organisé notre enseignement, comment on a, par exemple, utilisé des meilleures stratégies, des stratégies à haute performance qui permettent à l'élève de mieux réussir. Puis les données sont là présentement. Puis Mhm. on est fiers de dire qu'en Ontario français, nos données en mathématiques sont très élevées, très, très élevées, plus élevées que nos homologues anglophones OK. pour les mêmes matières. OK. Ah, c'est fantastique. Donc, ça nous aide à comprendre à quoi ça sert, comment c'est conçu un peu. Puis c'est certain que nous, au niveau du système, on peut s'en servir pour voir si nos pratiques, justement, nos pratiques à haut rendement, on les utilise, lesquelles on devrait utiliser. Donc, on peut s'ajuster. Ça devient un peu formatif pour le système. Tu sais, ça nous informe sur les Mhm. pratiques à l'échelle de la province. Est-ce qu'on est sur la bonne track, comme on dit? Euh, Puis dans ton parcours par après, comme direction, est-ce que cette expérience-là, puis peut-être que ça n'a pas servi nécessairement explicitement dans un rôle à un moment donné, mais en réfléchissant à ça, là, est-ce que ça a guidé un peu ta façon d'organiser le développement professionnel de ton personnel ou dans ta façon d'expliquer, de donner un sens à ça, dans les efforts qui sont déployés? Tu sais, des fois, il y en a qui se demandent pourquoi on accorde une importance à ces choses-là. Bien, premièrement, les données ont une place, Oui, mais pas toute la place. Ont oui, une place. oui, Une place où est-ce qu'on va analyser pour justement se bâtir entre nous qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que l'élève chemine. Puis de là vient le développement professionnel. oui, Fait que, puis, tu sais, dans le développement professionnel, faut qu'il y ait un sens au développement professionnel pour que les gens s'engagent, puis en plus qu'ils le mettent en œuvre. Puis moi, j'y crois. Écoute, j'ai toujours cru dans les écoles où j'ai été. J'ai essayé de permettre aux gens de suivre plein de formations. Tu sais, à un moment donné, quand on met quelque chose dans notre plan d'amélioration d'école comme direction, il faut aussi que les formations puis le développement professionnel viennent avec. oui, Mais ça, pour venir à ça, on s'est basé sur des données. Des oui, données qui venaient des élèves, mais d'autres données, des données démographiques, d'autres genres de données bulletins, etc. Mais comme je disais au début, les données ont une place, mais ils n'ont pas toute la place. oui, On fait l'analyse, en même temps, il faut qu'on décide quelque chose, il faut que l'équipe embarque. Puis qu'après ça, une fois qu'on est embarqué, on est capable de mettre à l'avant quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de long terme aussi. oui. Donc, mais il y a tellement une grande place au niveau du développement professionnel. Puis là, avec la pandémie, comme on est un peu tanné d'être en visuel, en visioconférence, si tu veux, Ouais. que les gens, peut-être ils ont moins le goût d'en suivre en soirée des formations en visioconférence. Puis nous, si on veut offrir des formations, mais c'est tout en virtuel. Ouais, Fait que là, on a hâte de retourner en ouais, présentiel pour que les gens, finalement, puissent venir faire des présentations, puis qu'il y ait ouais, du ouais. développement professionnel, puisque tout le monde est dans la même pièce, puis qu'on puisse apprendre ensemble. Ah oui. Écoute, je lève ma main. Nous autres, si on a hâte. Oui, absolument. Tellement intéressant. Tellement de choses qui sont possibles quand on est ensemble. Donc, les données ne prennent pas toute la place, mais elles ont une place. Ça me fait penser à une expression anglophone qui dit People Driven, Data Informed. En d'autres mots, on est là pour les personnes, mais on s'appuie sur les données. Il n'y a pas juste les données. Est-ce que tu penses qu'il y a des données intéressantes qui vont ressortir de ce qu'on est en train de vivre, sur lesquelles on pourrait ou devrait s'appuyer pour la suite des choses? Puis pas dans 10 ans, là, la rentrée scolaire qui s'en vient, peut-être qu'on a des données présentement. Est-ce qu'il y a des données, à ton avis, qu'on pourrait vouloir regarder pour orienter les prochaines décisions, là? Je vais virer ta question un petit peu à l'inverse. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on va manquer quasiment 2 ans de données pour nous permettre d'aller plus loin pour décider des prochains pas. OK. Présentement, c'est difficile d'aller faire une cueillette de données parce que, encore là, le contexte dans lequel on est présentement, c'est peu plausible qu'on va avoir des données qui vont nous parler, mais ça va être important, je pense, d'aller voir aussi les capacités des élèves par rapport à ce qu'ils viennent de vivre. Là, ils ont passé 6 mois en confinement. Oui. Ensuite, là, on est dans un mois on va être dans un mois et quelques jours possiblement. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des incidences plus tard?
Puis certains chercheurs disent que non. Certaines personnes disent que oui. C'est à déterminer. Puis je pense qu'on a tout le monde à regarder l'année scolaire qui s'en vient en 2021-2022 au début, Oui, voir sont où les élèves, s'il y a vraiment un écart. oui, Je pense que ça va être ça qui va nous permettre de dire, comme système, où est-ce qu'on doit investir de notre temps maintenant oui, pour s'assurer qu'on permette à ces élèves-là, dans 1 an, dans 2 ans, de cheminer comme ils devraient. oui. Oui, parce que c'est sûr, le testing provincial est de côté présentement, donc ces données-là ne sont pas accessibles. On va peut-être avoir des données au niveau de l'engagement, le climat, le sentiment de bien-être à l'école. Tu te disais tantôt, on est peut-être tanné d'apprendre en ligne, donc on n'a pas le goût le soir. Donc, il y a peut-être des données moins officielles, des données plus qualitatives à l'interne sur lesquelles on peut s'appuyer. Tu sais, comment vous vous sentez, on est rendu où? Puis il y a des données plus officielles qui seraient intéressantes de générer, comme est-ce qu'il y a un écart entre où les élèves auraient pu être rendus, puis où ils en sont présentement, puis qu'est-ce qu'on fait comme système, puis à quel moment. Ça, c'est des grandes questions vraiment qui demandent des plus que nous deux, mettons. Absolument. Puis Ouais. on n'a pas non plus les données de bulletins. Non, Tu sais, puis on en a, mais les bulletins de l'année passée ne sont pas les mêmes que l'année d'avant. Puis, non. mais c'est intéressant de voir comment on va réembarquer dans l'engrenage d'aller chercher les données qui sont importantes, qui nous parlent. Absolument. Des belles prochaines étapes. Écoute, Mhm. on arrive peut-être à la portion de notre entretien qui pourrait être une rafale. Je te lance une question ou un mot, une expression, puis tu me dis brièvement ce qui te vient à l'esprit. Ça te va? Oui, absolument. On y va avec ça. Hey, je commence avec un facile qui reflète ton moment présent. Élève à besoin particulier. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Important. Important dans le sens qu'il faut mettre du temps, il faut s'assurer que ces élèves-là cheminent puis qu'on prenne soin d'eux. Réseautage. Primordial dans notre apprentissage. Le réseautage est facile. Maintenant, il est virtuel. Nos réseaux d'apprentissage professionnel sont plus faciles qu'autrefois, je devrais dire. Ouais. Quand j'ai commencé en enseignement, on avait des disquettes encore, puis l'Internet était là. Mais je veux dire, là, maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas si vieux que ça, mais en même temps, j'ai connu ça, l'évolution, puis on est rendu là aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut prendre avantage aussi, comme j'ai dit pendant l'entrevue, aujourd'hui, prendre avantage de tous les francophones autour, en Ontario, à l'extérieur de l'Ontario, qui pourraient nous aider à nous alimenter. Ouais. Processus. Réflexion, je veux dire, puis dans un processus, je pense au changement, où est-ce que nous, on est en train de faire un changement de culture, un changement important. C'est un processus, puis permettre à tout le monde de vivre ce processus-là à leur propre façon, puis les accompagner. Télétravail. Pour moi, je vais dire difficile, OK. dans le sens que je suis capable de m'adapter, mais être dirigeant veut dire aussi travailler avec des gens, avoir du monde dans mon bureau, discuter avec des gens en personne, écrire des choses sur des murs, tu sais, pas nécessairement tout le temps à prendre des notes, mais difficile par moment. Un bon livre. Écoute, j'ai lu le livre d'Éric Molson, là, Le retour au hockey, à la bière et au hockey. J'ai adoré ce livre-là. Honnêtement, j'ai dévoré ce livre-là. En même temps, ça parle à la fois de leadership, mais c'est important aussi en éducation qu'on aille lire d'autres genres de livres. Mais l'historique aussi canadienne, l'histoire canadienne, mais tout ça, j'ai trouvé que c'était un très bon livre. Excellent. On le mettra dans les notes de la description pour ceux qui sont intéressés. OK. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Sois patient. Ah oui, c'est bon, ça. Ça me parle. Je ne suis pas une personne très patiente dans certaines circonstances, mais oui, dans d'autres circonstances. Fait que sois patient. OK. Une chose que les gens devraient savoir à ton sujet.
Une bonne question. Je pense que je fais les choses avec cœur, avec entrain. L'engagement est là lorsque je m'embarque dans quelque chose, à 100%. OK. Un moment marquant dans ta carrière? Écoute, j'en ai eu plusieurs moments marquants. Je veux dire, devenir directeur à Sainte-Anne, ça a été un moment marquant pour moi, là, d'arriver dans une école de 80 élèves auxquels on parlait fermé. Finalement, on sont rendus présentement à 220, 230 élèves. École neuve, le conseil scolaire a investi 10 millions dans cette école-là. Donc, c'est, en tout cas, très, très beau, très beau moment. Oui, oui. Beaucoup de fierté, là. Une bonne série sur Netflix, Prime ou Crave, ou je ne sais pas, là. Une bonne série, là. Je ne sais pas si tu as le temps pour ça. Oui, je prends le temps pour ça. Je pense que ça, c'est important. Moi, c'est mon petit plaisir. Dans le fond, dernièrement, j'ai écouté Lupin. OK, je ne l'ai pas Lupin, regardé, ça. c'est ça, c'est excellent. OK, Moi, OK. j'ai beaucoup aimé. Dans le fond, j'ai écouté les épisodes quasiment en rafale, pas la même journée, là, mais Ouais. en rafale, j'ai adoré ça. J'ai hâte à la deuxième saison s'il y en a une. C'est fantastique. En tant que leader, qu'est-ce qui te rend heureux? Voir les autres réussir, voir les autres positifs, puis qu'ils se sentent interpellés dans leur travail. OK. Bien, écoute, mon cher, on arrive à la conclusion de notre entretien. Le temps file, c'est incroyable. C'est tellement plaisant de jaser de l'éducation avec toi puis de revenir sur des moments vécus. Puis, il y a tellement de questions que je te pose pas qui me viennent à l'esprit parce que je gère le temps, mais si on se propulse dans l'avenir, mettons, là, tu as une dizaine d'années, avec ce que tu vois, puis en t'appuyant sur ton vécu aussi, tu sais, quelles pourraient être des orientations intéressantes pour l'éducation, tu sais? Pas nécessairement ce qui va arriver, mais ce qui pourrait être intéressant qui se passe. On pourrait mettre l'accent sur quoi pour que ça s'améliore, tu sais? Ce qu'on fait, là. Je pense que le virage présentement, le virage obligé vers la technologie, si tu veux, fait en sorte que je pense qu'on on va pas voir le temps d'enseignement comme étant pareil. OK. Je pense qu'avec la pandémie, on va voir comme si les minutes passées, les 300 minutes qu'on a avec l'élève dans le jour, et dans notre cas à nous, c'est comme 24 heures avec les élèves en résidence, là, Ouais. de voir comment si toutes ces minutes-là sont importantes. Puis je pense qu'on a à miser là-dessus, puis de voir en profondeur qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis qu'est-ce qui sont les bonnes pratiques, puis en même temps reconnaître les autres autour de nous qui ont ces bonnes pratiques-là. Mais dans les 10 prochaines années, je pense qu'on va continuer, nous, comme système d'éducation de langue française, à briller par tout ce qu'on fait. Wow! C'est inspirant, mon cher, à t'écouter. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui apprennent peut-être à te connaître à travers notre entretien. Si tu avais une phrase, une idée, un mot d'encouragement, un conseil à laisser aux gens qui ont pris le temps de nous écouter, qu'est-ce que ce serait? Écoute, je vais reprendre les mots de l'émission aujourd'hui. Tout le monde, c'est un leader, tout le monde est important dans une organisation. C'est le concierge, c'est la secrétaire. Donc, les gens, il ne faut pas qu'on ait peur de prendre notre place, de faire notre place. Tout le monde arrive avec son beau bagage d'expérience. Puis ça, faut le mettre sur la table. Il faut s'assurer d'aller de l'avant aussi, puis de faire confiance aux gens avec qui on travaille. Donc, il faut prendre notre place, il faut qu'on se fasse confiance. Prendre notre place puis se faire confiance, j'aime tellement ça. Oui, tout le monde peut contribuer. Mm-hmm. Et mon cher, ma dernière question, et non la moindre. En 2021, qu'est-ce qu'on souhaite à Jean-François Boulanger? Du plaisir, de la santé, des élèves qui sont heureux, des élèves qui réussissent de façon... puis en même temps, ben, je pense que c'est de passer du temps avec ma famille aussi, puis avoir cet équilibre-là entre famille puis travail. Ben, écoute, je te le souhaite. Je te souhaite bon succès dans ton nouveau rôle. Je te souhaite d'avoir du monde dans ton bureau, dans pas long, puis de beurrer les murs comme il faut avec des idées. Là, vraiment, je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. À moi le plaisir. Merci beaucoup de ton invitation. C'était Jean-François Boulanger. À tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde.
et tout le monde est un leader.